Bonjour, bienvenue à tous. Mon nom est Simon Hainaut. Je suis en compagnie de Benoît Gosselin, qui est gestionnaire de portefeuille associé chez BMO Nesbitt Burns. Bienvenue encore une fois, Benoît. Merci, Simon. Merci d'être ici dans le studio Ligne Québec. On est dans le bureau de M. Benoît. Alors, une centaine de personnes se sont inscrites. C'est la première fois qu'on traite d'un sujet comme celui-là, donc d'investissement boursier au sein de Ligne Québec. La réaction est bonne et j'ai bien hâte de t'entendre. Bon. Alors, sur ce, je te laisse la parole. Tu peux avancer Oui, slide avec ça ici. Donc, merci à tous d'être là. Je suis très heureux d'être ici. Puis d'autant plus que Simon, tu sais à quel point je trouve que c'est important que les gens se renseignent et en apprennent, comprennent les rouages des marchés financiers. On passe tellement d'heures, d'énergie, d'années à accumuler des épargnes, accumuler un patrimoine. Combien de temps réellement on passe à comprendre les rouages du système financier, des marchés financiers, du marché boursier. Merci d'être là. Quelle belle idée de vous inscrire à ce webinaire là, pour en fait en apprendre plus, connaître, apprendre l'opinion des analystes, de l'équipe de recherche de BMO Nesbitt Burns, qui est vraiment une des meilleures, sinon le chef de file en termes de recherche dans l'industrie au Canada. Donc, une équipe de recherche très vaste. Tout ça pour évaluer plus les risques associés au marché boursier, les opportunités donc liées au marché boursier aussi, différentes classes d'investissement. Donc, avant de commencer, Simon, si tu me permets, je vais me faire passer un petit examen, un petit test de mathématiques. Oui, on parle après tout de finance ici. Donc, le test, c'est pas simple. C'est de regarder le titre de Apple, par exemple. Oui, je ne te parlerai pas du nouveau iPhone, mais si on regarde à chaque journée, il y a environ 60 millions de transactions d'échanges d'actions sur le titre d'Apple. C'est quand même beaucoup. Oui, c'est un gros chiffre, 60 millions, absolument. Chaque action vaut 100 $. Oui. Le test de maths commence, 60 millions fois 100 $, c'est 6 milliards de valeur de transactions par jour sur le titre d'Apple. Et combien vaut la compagnie vaut 600 milliards. D'accord. Il se transige donc 1%. 6 milliards, donc 1% des actions d'Apple se transigent à chaque jour. Si je ne me trompe pas, là, je veux juste faire une petite parenthèse. Je pense que c'est la compagnie qui a la plus grande valeur. Oui, oui, je crois bien. Là, si ce n'est pas la première, c'est la deuxième, oui, mais à mon avis, c'est la plus grande capitalisation boursière aux États-Unis et probablement dans le monde. Donc, mais le 1%, c'est donc dire que la grande majorité, presque la totalité des actionnaires n'ont pas changé d'opinion sur la société d'une journée à l'autre nécessairement, n'ont pas transigé leur action du prix, les ont conservés. Il y a une infime, mais vraiment une infime partie des actionnaires qui ont transigé et c'est eux qui ont influencé le prix de l'action. Au cours des jours, des semaines, ces gens-là ne sont pas nécessairement tous les mêmes, évidemment, mais ces gens-là peuvent se tromper de 2, 5%, 10%, 15% par rapport à l'évaluation de la compagnie. Donc, un titre peut se retrouver surévalué de 5, 10, 15%, sous-évalué de 5, 10, 15%, à cause de l'état d'âme de cette minorité-là. Donc, le message, c'est de dire, quand on regarde notre relevé de compte, quand on regarde les codes boursières dans le journal, sur Internet, il faut simplement réaliser qu'on prend le pouls et l'état d'âme de cette infime minorité d'actionnaires. C'est sûr que ça a son importance.
Mais moi, ce que je vous propose, ce qu'on devrait faire à quelques reprises durant l'année avec notre conseiller financier à tout le moins, c'est de prendre du recul, c'est ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de regarder, de se détacher, de s'éloigner de l'arbre un peu, de regarder la forêt dans son ensemble et d'essayer de voir où est le portrait au niveau économique, au niveau de l'évaluation du marché boursier, les taux d'intérêt, etc. Essayer de se faire une tête, faire un sens de tout ça pour prendre les meilleures décisions possibles en termes d'investissement. Pour comprendre ce qu'on a, comprendre les risques qu'on a dans notre portefeuille, simplement. Excellent. Excellent. Alors, bonne introduction. Donc, écoutez, je sais qu'il y a quelques clients, il y a plusieurs clients qui nous regardent à l'instant. Je les salue. Pour les autres, simplement mentionner, bon, je suis gestionnaire de portefeuille chez BMO Nesbitt Burns. Je suis là depuis 17 années. Je ne suis pas seul, je travaille en équipe avec des collègues Marco Leporé, Patrick Leporé, Gianna Caltagirone. On est une petite équipe qui travaillons dans la grande famille ou dans la firme Nesbitt Burns, chez Nesbitt Burns, BMO Nesbitt Burns. Avec tout ce que ça comporte, toute l'équipe de recherche, l'infrastructure et tout. Et puis, on dessert des individus qui ont passablement de sous, des familles fortunées, à mieux faire, essayer de faire en sorte qu'ils rectifier le mieux possible, hein, le plus optimum possible leur portefeuille, l'optimum parce que ça tient toujours compte d'un niveau de risque qu'on est prêt à prendre. Et ça, c'est très important, il faut le respecter. Oui. En fait, c'est des objectifs de vie, bien souvent, des objectifs financiers. Mais un client peut avoir un horizon de 5 ans, de 10 ans, finalement, ça change. Tout ça entre en ligne de vie. C'est un travail qu'on fait avec les clients. Mais donc, on est prêt à commencer, à proprement dit, la présentation de Allez-y, mon cher monsieur, on t'écoute. Et voici. Donc, d'abord et avant tout, simplement faire un constat sur le marché boursier. Ça, c'est un graphique du marché boursier canadien. À la toute gauche, on voit le marché en 95, en janvier 95, et à droite complètement, c'est d'actualité, il y a 2 semaines. Donc, évidemment, on constate que le marché boursier canadien, malgré les hauts et les bas, les très grosses périodes d'euphorie et de correction, le marché a monté de façon importante quand même depuis ces années-là, depuis 1995. Au niveau du marché boursier américain, c'est la même chose. Une grosse hausse importante. On peut faire un constat dans les deux marchés, c'est qu'on a atteint de nouveaux sommets. On le voit ici, le marché américain a atteint un nouveau sommet. On a battu le niveau de haut de 2008 et de 2000, des années 2000. De belle façon aux États-Unis. Au Canada, on a l'impression qu'on vient tout juste de dépasser le sommet. La seule différence entre le Canada et les États-Unis, c'est qu'il y a plus d'entreprises dans le secteur des ressources naturelles ici au Canada, dans le pétrole notamment, les mines et métaux. Et c'est un secteur qui a connu un très bon élan, une très belle performance des années 2002 à 2007 environ. Et donc, on voit la pointe ici qui mène à 2008, beaucoup plus étendue vers le haut pour le marché canadien. Donc, le marché canadien avait beaucoup plus monté à ce moment-là par rapport au marché américain. Intéressant. Simplement. Donc, c'est la différence majeure. Mais, les deux marchés ont fait une performance entre 9 et 10 par année. Donc, depuis 1995. Alors, très semblable en termes de performance, les deux. Oui, très semblable. C'est ça. C'est ici, là. Parfait. Donc, je vais juste vous mentionner un peu le plan, la structure que va prendre la présentation pour donc évaluer, oui, ici, on aurait pu, excuse-moi Simon de revenir, mais on aurait pu, la présentation
Le titre, c'est « Les taux d'intérêt s'apprêtent à monter. Oui. Est-ce qu'il y a lieu de vendre des actions? » Vous comprendrez qu'on aurait pu dire « Les marchés boursiers nord-américains », parce qu'il va être question de ça aujourd'hui à la présentation, on parle des marchés boursiers nord-américains principalement. Ben, les marchés nord-américains sont à leur sommet. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de vendre des actions? Oui. Ça a été aussi interpellant. Tout à fait. Donc, la présentation va prendre la structure suivante. Dans un premier temps, on va regarder les éléments favorables aux actions. Mm-hmm. Dans un deuxième temps, les éléments défavorables aux actions. On va dresser une conclusion rapide par rapport à ça. Et par la suite, je vais vous présenter un portefeuille qui est fort intéressant, qui a affiché des rendements, vous aurez l'occasion de le constater, très, très, très intéressant. Commençons donc. Les points favorables aux actions. Vous voyez ici inflation, taux d'intérêt, prix du pétrole, bon, etc. Commençons par le premier, l'inflation et les taux d'intérêt. D'entrée de jeu, je vous dirais, les taux d'intérêt, c'est un facteur important. On le mentionne dans le titre. Pourquoi les taux d'intérêt? Bien, ça va un peu de soi. Si les taux d'intérêt augmentent, à ce moment-là, le revenu disponible des consommateurs va diminuer. Les taux d'intérêt augmentant, ça va coûter plus cher en hypothèque. L'achat d'automobile qui est financé, les paiements vont être plus élevés. La carte de crédit, les taux d'intérêt, etc. Donc, ça coûte plus cher aux consommateurs et il reste moins d'argent dans les poches des consommateurs pour dépenser. Dépensant moins, il y a les bénéfices des entreprises chutent pas nécessairement, mais le rythme d'augmentation des bénéfices diminue un peu. Ça, c'est au point de vue du consommateur. Au point de vue des entreprises, ben, le crédit devient un petit peu plus élevé. Et au niveau du gouvernement, ben, les gouvernements ont une dette assez importante. Les taux d'intérêt qui montent, évidemment, ça fait en sorte que le service de la dette, éventuellement, va grossir de plus en plus. Donc, ça restreint la croissance d'une économie que de voir des taux d'intérêt monter. C'est la raison pour laquelle les taux d'intérêt sont si bas actuellement. Oui. À cet effet-là, je mentionnerai les points suivants. Depuis 2008, depuis la crise financière aux États-Unis, la croissance économique est d'environ 2 par année. Depuis le début de l'année, c'est un rythme de 1 par année. Et ça, c'est avec des taux d'intérêt extrêmement faibles. Oui. Historiquement faibles, je crois. Hein? Oui. Au niveau historique, là, pas juste en Amérique du Nord, mais partout sur la planète, là, c'est des niveaux de taux d'intérêt très, 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 très faibles. Presque leur plus bas, puis ça pourrait être leur plus bas. Je n'ai pas regardé exactement ce qui est donné, mais ils sont très, très faibles. Et malgré tout, ce que tu dis, c'est que la croissance est pas au niveau. La croissance, elle est là, mais elle reste faible. Oui. Donc, les taux d'intérêt qui monteraient dans les prochains mois, les prochaines années, le timing est difficile à savoir exactement quand les taux monteraient. Mais imaginons, on peut facilement voir que si les taux d'intérêt se mettent à monter, ben ça va, normalement, ça va être difficile pour l'économie de grossir encore plus vite qu'elle le fait présentement. Et on peut penser très rapidement en disant que l'économie va être sous pression et va grossir à un rythme moins élevé, d'où le danger ici. Alors, c'est une précision sur les taux d'intérêt. Maintenant, pourquoi on parle d'inflation? Ben parce que souvent, et c'est là qu'on arrive avec la prochaine diapo, l'inflation, c'est ce qui dicte le plus souvent les taux d'intérêt. Si l'inflation augmente, ben ça crée une pression à la hausse sur les taux d'intérêt. Donc, ici, on voit, c'est un sondage qui est fait aux économistes aux États-Unis et au Canada par Bloomberg. Et ben, en juin dernier, on leur posait la question, où voyez-vous l'inflation? Et on voit que par rapport au mois de mars ou en janvier, ils voient une accélération de l'inflation. Et comme un de nos stratèges le dit souvent, Stéphane Rochon pour le nommer,
un très bon stratège chez BMO Nesbitt Burns. Ce qu'il mentionne, c'est souvent, c'est pas le chiffre en valeur absolue compte, mais plutôt la direction. Or, ici, les économistes s'attendent de plus en plus à un retour de l'inflation, ou une inflation à tout le moins plus élevée. D'accord, OK? Une autre diapositive à cet effet-là. Regardez, portez attention sur la ligne noire. Il y a beaucoup de détails ici, là, mais la ligne noire, à la gauche, on parle des années 89-90, les taux étaient à 7 environ. C'est l'échelle de gauche. On voit les taux qui ont diminué au fil des années pour atteindre aujourd'hui un niveau d'environ 2,15 d'inflation. Donc, les taux d'intérêt qui sont de l'ordre de 2,15, c'est les taux d'intérêt sur les obligations 10 ans. Ce qui est important ici, c'est de voir la ligne bleue, c'est l'inflation. Donc, l'écart entre la ligne noire et la ligne bleue, normalement, ne devrait pas être très grand. Alors, on peut imaginer que si l'inflation, qui est la ligne bleue, monte, si les perspectives inflationnistes montent, ben, tôt ou tard, les taux d'intérêt devront monter. Okay? Donc, et une précision sur l'inflation, étant donné que c'est l'élément clé qui ferait bouger les taux d'intérêt, c'est que ça prend de l'inflation. Une façon très simple de faire grossir une économie quand la croissance devient faible, la croissance interne, une façon très très simple, c'est de créer de l'inflation. Parce que ça contribue à la croissance économique. Si le prix des biens et services monte au fil des années en termes de prix, en termes de valeur, ben, la taille de l'économie grossit. Et donc, les gouvernements, c'est sûr que c'est une façon facile et tentante de faire grossir une économie lorsqu'ils ont de la difficulté. Donc, ça favoriserait plus d'inflation dans les années à venir et donc des hausses de taux probables. On continue avec le pétrole. Le pétrole serait une augmentation, donc on le comprend bien, du prix du pétrole serait un élément plutôt négatif pour les marchés boursiers. Pourquoi? BMO Nesbitt Burns ont fait des recherches et puis leur conclusion, c'est qu'une augmentation de 1 cent du prix du pétrole réduit le revenu disponible des Américains de 1,5 milliard de dollars par année, ce qui est considérable. Hein? On parle d'une augmentation de 1 cent ici. Imaginons si le prix du baril du pétrole monte de 10 dollars. Oui. Un autre exercice de mathématiques ici. C'est 1,5 trilliard de dollars de moins par année dans les poches des consommateurs pour dépenser. S'ils dépensent moins dans l'économie, ben, on comprend ce que ça fait. Oui. Si la montée du pétrole est graduelle, comme ça s'est produit depuis, on le voit sur le graphique ici, depuis les années 90, il n'y a pas de problème normalement parce que les consommateurs s'adaptent, les manufacturiers automobiles aussi, les véhicules deviennent plus efficaces au niveau énergétique. Donc, on a le temps de s'adapter. Mais ici, le risque dont on parle, c'est un risque qui est lié probablement aux conflits qui sont au Moyen-Orient, diverses situations comme ça, qui pourraient faire monter, faire une flambée du prix du pétrole de 10, 15 $, 20 $ ou plus. Ça créerait une grande pression inflationniste qui ferait monter les taux d'intérêt. Ah, okay. Donc, le risque ici est quand même là. C'est un risque que le prix du pétrole s'emballe et monte. Mais moins sous dans les poches des consommateurs, cependant. C'est ce que tu veux dire. Oui. Dépensant l'argent discrétionnaire diminue pour des dépenses discrétionnaires. Oui. Et donc, faut comprendre une chose aussi, c'est que je vais y revenir, mais 70% de l'économie américaine est liée aux dépenses des consommateurs. Or, un bon baromètre pour être capable de voir si l'économie américaine se porte bien, et l'économie canadienne aussi, mais on comprend pourquoi on parle surtout des États-Unis, parce qu'on est très dépendant d'eux.
Et c'est la même chose au Canada. On comprend que si 70% de l'économie est reliée à leurs dépenses, ben à ce moment-là, il faut regarder le consommateur, comment se porte-t-il, quel est son niveau de confiance, quel est le revenu discrétionnaire net qu'il possède. Donc, ça, revenu discrétionnaire, c'est après les dépenses de nourriture, d'essence, d'hypothèque, combien lui reste-t-il d'argent dans les poches? Tu sauras que ce chiffre-là est à son niveau record présentement. Jamais le consommateur américain de toute l'histoire a eu autant d'argent dans ses poches après ces dépenses-là d'hypothèque, de véhicules et d'alimentation. On n'entend pas trop parler, mais pourquoi? Ben, on le comprend peut-être, hein, les taux d'intérêt, c'est surtout c'est un gros facteur dans ça. Avec des taux d'intérêt très faibles, ben, il nous reste plus d'argent dans les poches et on dépense. Oui. Donc, continuons, mais donc le pétrole, on vient d'établir un des risques potentiels pour les marchés boursiers, c'est le prix du pétrole. L'endettement. L'endettement, on le mesure, au niveau des pays, on le mesure avec un ratio. C'est le pourcentage de la dette sur la taille de l'économie. Bon. Ceux qui ont jamais entendu parler de ce ratio-là, simplement savoir que des études qui ont été faites, à savoir que lorsque un pays a un ratio d'endettement de plus de 90%, normalement, sa croissance économique est diminuée de 1,2% par rapport aux économies qui ont un ratio d'endettement inférieur à 90%. Et le Canada, si je comprends bien, le Canada est, oui, légèrement supérieur à 90%. Les États-Unis au-dessus de 100%, on le voit. La France, la Grèce, l'Italie, l'Espagne ne sont pas là, et c'est supérieur. Donc, évidemment, on comprend intuitivement pourquoi la croissance serait ralentie lorsqu'un pays est endetté. On entend parler en Europe. Le terme austérité est très à la mode. Les gouvernements se servent la ceinture et dépensent moins, donc, et tentent d'augmenter les revenus de l'État pour avoir des finances publiques plus acceptables. Parce qu'il y a une limite à s'endetter. Surtout dans un contexte où les taux d'intérêt risquent de monter. La limite va être rapidement atteinte. Excellent point. Tout à fait. Donc, les hausses de taux d'intérêt, on disait que ça aurait un impact sur le consommateur lorsqu'elles se produiraient, si elles se produisent bientôt ou un peu plus tard, mais c'est aussi un impact sur le service de la dette parce que les dettes sont très importantes. Donc, risque potentiel pour le marché boursier. On continue avec l'endettement. Phénomène graphique, Simon, mais avec le Japon. Et on comprend pourquoi on l'avait exclu de l'autre. On voit, le Japon est vraiment dans une autre catégorie. Alors, on voit que dans les années 95, entre 95 et 2000, le Japon a justement franchi un ratio d'endettement de 90% et plus. Et on constate aujourd'hui qu'ils ont toutes les misères du monde à générer une croissance économique. Alors, ça corrobore les études qui ont été faites à propos du 90%. Je ne l'ai pas mentionné, mais ces études-là, c'est des études qui ont été menées par le Fonds monétaire international. Soit qu'il en pense. Donc, études qu'on peut penser très crédibles. Et le Japon, en soi, représente un risque. Il s'agit du deuxième pays le plus endetté en valeur nominale de la planète. Les États-Unis étant le premier. On a le Japon, le deuxième pays le plus endetté, et l'Italie étant le troisième. Donc, et en pourcentage, le plus élevé. Oui, en pourcentage, c'est le plus élevé que j'ai vu. Oui, puis ce serait difficile d'imaginer un pays plus endetté que ça. Et ayons en tête que, je ne vais pas m'étendre trop sur le sujet, mais c'est un sujet passionnant, qui est celui du Japon. Les taux d'intérêt de 10 ans au Japon sont à 0,55%. 0,55% sur les obligations de 10 ans. C'est fantastique. Si les taux sont à zéro, on peut avoir une dette équilibrée. Mais on ne peut plus monter les taux d'intérêt là-bas. Les taux d'intérêt au Japon ne peuvent plus. Ils ont perdu un contrôle important de leur économie. Tout à fait. Est-ce que c'est la fin du monde? Non.
Mais il faut comprendre les risques de tout ça. On est dans quelle section, si tu veux juste nous rappeler? On est dans les facteurs Défavorables au marché boursier. D'accord. Et pourquoi un graphique comme celui-là est défavorable? Parce que ça pourrait créer une panique mondiale ou si un pays comme le Japon... Parce qu'un trop gros endettement peut créer des secousses importantes. On a vu l'histoire, la Grèce, l'Italie, etc. Ça crée des secousses. Puis ça peut être assez complexe. Sans m'étendre sur le sujet, ça représente un risque parce qu'il y a trop de crédit dans le système, trop de dettes, simplement. Et donc, c'est déflationniste. Pour réduire cet endettement-là, on restreint les dépenses. On restreint les dépenses, les prix à la consommation baissent et les bénéfices des entreprises chutent également. Donc, comme tu l'as dit, Benoît, on a juste à regarder ce qui se passe chez nous au Québec. Oui. Dans un contexte d'austérité, de réduction des dépenses, des investissements, même des salaires. Évidemment, c'est favorable à une croissance économique. C'est ça, exact. Alors, on a entendu beaucoup parler de la Grèce, de l'Italie. Puis, curieusement, à titre de néophyte et non d'experts financiers, on a pu entendre parler du Japon qui est dans une situation pire. Oui, absolument. Alors, le Japon est particulier, sans m'étendre sur ça, la raison pour laquelle c'est moins un problème que pourrait l'être la Grèce et d'autres pays, c'est que la dette, elle est détenue à l'interne. Donc, les Japonais détiennent autour de 95% de la dette. Donc, ils sont peu influencés par les états d'âme des investisseurs étrangers. Okay? Est-ce que ça va rester toujours comme ça? C'est une grosse question, mais simplement dire que le Japon représente aussi un élément de risque pour les marchés boursiers. Sur l'endettement, juste pour terminer, on voit depuis les années 1900, la ligne noire foncée, c'est les économies avancées. Développées, avancées en anglais, les économies développées, le ratio d'endettement était, en 2010, d'environ 100%. Aujourd'hui, selon le Fonds monétaire international, le ratio d'endettement est à 120%. C'est dans les pays développés du G20 et les pays émergents du G20, le ratio d'endettement, lui, a diminué depuis les années 90. Il se situe aujourd'hui à 40%. Donc, des finances publiques beaucoup plus saines dans les pays émergents. C'est positif pour le marché, ça, quand même. Parce qu'il y a une force de consommateur aussi là-bas. Donc, il y a des éléments positifs aussi dans ce trafic-là. On poursuit avec d'autres sources d'inquiétude. Très rapidement, l'Ukraine, on entend parler. Aujourd'hui, il y a la situation de l'Écosse. Semble-t-il que ça serait négatif pour le marché boursier, mais je ne suis pas un expert sur ça, loin de là. L'Europe, la Grèce, l'Espagne, l'Italie, c'est des facteurs de risque. Le ralentissement de la croissance en Chine, la dette au Japon, on a parlé, l'Ebola. Il faut comprendre dans tout ça que des risques, il y en a toujours eu et il va toujours en avoir. Mais les risques les plus importants, souvent, ce sont ceux qu'on ne connaît pas. Parce que ceux qui sont connus sont déjà reflétés dans le prix des actions. Aujourd'hui, les cours boursiers, les gens sont déjà tous au courant de ça. Si un de ces facteurs de risque-là dont on vient de parler s'aggravait de façon imprévue, c'est ça, un facteur de risque. C'est une situation se détériore ou un nouvel élément, comme l'Ebola, qui arrive, et là, ça constitue un nouveau facteur de risque qui peut avoir un impact marqué sur le marché boursier. Alors, poursuivons le deuxième volet, c'est-à-dire les points favorables aux actions. Une note un peu plus positive, évidemment. On s'en plaindra pas, mais parce qu'on est toujours bombardé de ce qui est négatif, mais je tenais à le mettre en lumière quand même. Les facteurs positifs sont énumérés ici, mais on les passe un par un. L'immobilier aux États-Unis. On voit depuis les années 80, sur le graphique, ce sont les mises en chantier aux États-Unis. On voit que ça atteint un creux en 2009. Pour récupérer quand même de belles façons depuis. Et puis, ce qu'il y a d'important sur ce graphique-là, c'est qu'on peut voir qu'il y a énormément de place pour l'amélioration. Il va sans dire, on parle de l'immobilier, c'est une partie importante de l'économie.
si l'immobilier va très bien, ça favorise, ça stimule la croissance économique. Qui parle de stimuler la croissance économique, parle évidemment d'une hausse des cours boursiers. On l'aura compris. Et puis, notamment hier, par rapport au marché immobilier, il y a un indice de confiance des constructeurs américains qui est sorti. Et le niveau de confiance est aussi élevé qu'il l'était dans les années 2004, 2005, 2006. Donc, les constructeurs qui ont le pouls de la population quant à leurs intentions d'acheter des nouvelles propriétés est très, très bon, favorable pour l'immobilier. L'industrie de l'automobile, c'est un baromètre, en quelque sorte, d'un bon indicateur économique. Et on voit que les ventes de véhicules neufs aux États-Unis sont à leur plus haut niveau depuis 8 ans. Donc, revenus au niveau de 2004, 2005, 2006, après avoir connu un creux important après la crise financière. Donc, bonne façon de voir si le consommateur américain est confiant. C'est une dépense importante, l'automobile. Et c'est pas un présage. Je regarde la slide précédente, c'est vraiment une conséquence de la crise et non un présage, parce que la courbe est après la crise, hein, la baisse importante. Oui, je dirais que ça a commencé peut-être un peu avant, mais peu, effectivement. Le pire est vraiment arrivé lors de la crise financière, tout à fait, tout à fait. La confiance des consommateurs, on l'a dit, je l'ai mentionné à quelques reprises, l'économie américaine, 70% est reliée aux dépenses à la consommation des consommateurs américains. Bien, quels sont leurs états d'âme? La confiance des consommateurs, c'est un indice qui est mesuré par le Conference Board. On appelle ça le Consumer Confidence Index. C'est la ligne bleue. Et la ligne bleue, on voit qu'elle revient au même niveau où elle était en 2007. La gauche complète du graphique, c'est 2007. Donc, on voit que la confiance des consommateurs, elle est revenue au même niveau où elle était. Donc, très positif, très particulier, très intéressant comme données. Et c'était quoi avant 2007? On ne le voit pas sur le graphique, mais c'était autour de 90. C'est un indice relatif, donc le chiffre 90 n'a pas vraiment de signification. Autre qui permet de comparer avec les autres moments dans les années antérieures. Donc, c'est la même confiance qui existait dans les années 2000. Ces périodes sont très intéressantes parce que, comme tu as mentionné tout à l'heure, on a tendance à lire les journaux, les grandes lignes et à se faire une tête à l'effet que ça ne va pas très bien. Exact. J'ai l'impression que le risque est plus élevé qu'il est. Quand on prend un peu comme ton expression, là, on regarde un peu la forêt et non le tronc. Tout n'est pas noir. Non, il y a des facteurs extrêmement positifs. Les marchés boursiers montent, comme on le voit, pour une raison. Pour une raison, exact. Tout à fait. Donc, on continue. Confiance des consommateurs très positif pour les marchés boursiers. Évidemment, lorsqu'on parle des marchés boursiers, il faut regarder, est-ce qu'on paye trop cher pour les bénéfices qui sont générés par les entreprises? Très rapidement, je vous dirais, selon des études de BMO et Burns, qui tient en compte des estimés conservateurs de bénéfices pour la prochaine année, certains taux d'intérêt sur les obligations de 10 ans, différents facteurs qui sont pris en considération pour voir est-ce que les actions sont chères ou non, est-ce qu'on paye trop cher compte tenu des bénéfices. On peut voir ici, Nesbitt Burns, considérant ces facteurs-là, il évalue que le marché canadien devrait se situer entre 15 500 et 16 000, présentement. Alors, le marché, il y a 2 jours, était à 15 480. Parfait. Les marchés ne sont pas chers en tant que tels. Et c'est la même chose aux États-Unis. Même qu'aux États-Unis, on pourrait faire le cas que les marchés sont un petit peu moins chers que là où ils devraient être. Ils devraient être à 2100 ou 2200, selon les hypothèses de Nesbitt Burns. Encore là, ce n'est pas une science exacte. Mais est-ce que les marchés sont chers? Le message ici, c'est non. Les marchés boursiers nord-américains ne sont pas trop chers quand on regarde les bénéfices des sociétés. Les 2 prochaines diapos sont fort intéressantes. Nesbitt Burns ont mené des études
ce qui se passait durant les années 90 et ce qu'on vit présentement. Et il y a beaucoup de similitudes avec les années 90, Simon. Par rapport au chômage notamment, taux de chômage qui baissent et qui sont relativement bas, taux d'inflation qui sont contrôlés, taux d'intérêt faible, innovation technologique et d'autres facteurs qu'on retrouve aujourd'hui et qu'on retrouvait dans les années 90. Donc, il serait intéressant de voir qu'est-ce que les marchés boursiers ont fait durant les années 90. Or, la ligne bleue représente le Standard & Poor's 500 depuis le 1er janvier 90, sur une période donc de 10 ans. C'est une décennie. On voit que 100 $ investis le 1er janvier 90 valait environ 400 $. Avant la crise, finalement. Avant la crise de 2000, là. Valait environ 400 $, oui, avant à la fin de la décennie. Donc, au 31 décembre 1999. La ligne noire, elle, c'est le marché boursier canadien, le marché boursier américain toujours, mais depuis le 1er janvier 2008. Donc, on voit qu'elle descend un peu initialement, c'est la crise financière, pour par la suite remonter. Ce que ce graphique-là nous montre, c'est quand on regarde les deux cycles, ben, il y a énormément de place pour une augmentation du marché boursier encore. Est-ce que ça veut dire que le marché boursier va tripler, doubler, tripler, se rendre à 400, c'est-à-dire quadrupler depuis le 1er janvier 2008? Pas nécessairement. Mais est-ce qu'on peut penser qu'il double, qu'il monte de 50% encore, 100%, 150%? Oui, facilement. Pas sur 6 mois, sur quelques années encore, sur 2, 3, 4, 5 ans. Donc, avec les similitudes des années 90, on peut établir le constat que le marché boursier peut s'apprécier encore de façon importante. Autre diapo fort intéressant, on voit depuis les années 1930 qu'il y a des périodes d'alternance entre des cycles haussiers et des cycles de consolidation. Ça, il s'agit du marché boursier américain, c'est le Dow Jones. Donc, on voit la période de 1934 à 1950, 16 années où il y a eu des hauts et des bas, oui, des grosses fluctuations, la dépression des années 30, etc. Mais en bout de ligne, le marché n'a rien fait durant ces 16 années-là. Les 16 années qui ont suivi de 50 à 66, le marché boursier était clairement en tendance haussière. Une autre période de consolidation par la suite, une autre période de hausse, et depuis 98, de 1998 à 2014, ben, on peut établir assez facilement que le marché boursier n'a pas monté énormément. Bon. Est-ce que c'est 16 années exactes? Non, pas nécessairement. Mais tout ce que ce graphique-là montrait, c'est qu'on est à l'aube, ou c'est déjà commencé depuis 6 mois, un an et demi, une hausse importante des marchés boursiers, pour entamer un nouveau cycle aussi, parce que ça faisait plusieurs années qu'on était en consolidation, sans trop le savoir. On perd la vision lorsqu'on regarde ça de trop près, mais quand on regarde ce portrait-là, c'est assez révélateur. Je veux juste vous montrer, on parle de consolidation, je reviens au graphique du marché américain, ben, sinon, depuis, si on regarde ici, depuis justement 98, oui, jusqu'à 2011 environ, si on se déplace plus loin encore, jusqu'à 2011, non, le 2011, pardon, c'est important juste de c'est environ ici, pardon, c'est la main gauche. C'est une période très longue où on constate que le marché n'a rien fait. Or, c'est de ça de question lorsqu'on parle d'une période de consolidation. On voit aussi le crash de 1987 dans ça, qui est juste ici, de soin. Oui, exact. Donc, c'était dramatique à l'époque, mais dans une période haussière. Or, ça n'a pas pris de temps et le marché a récupéré. Donc, très, très intéressant.
à mes yeux, de mettre en perspective le marché boursier, comme il fait depuis bien des années. Ben, je trouve que c'est vraiment ça ta valabilité. Tu mets toutes les choses en perspective, puis tu empêches les investisseurs, moi inclus, de voir trop près et de se faire influencer par les gros titres. Oui. Et ça laisse de côté les émotions aussi. Oui. Autre point favorable, rapidement, le revenu net disponible des dépenses discrétionnaires des Américains est à un niveau record, on l'a mentionné. Ralentissement économique en Chine, pourquoi c'est un facteur positif et négatif, je l'ai mentionné tout à l'heure? Le positif viendrait si la Chine ralentit, ça crée une pression à la baisse sur le prix du pétrole. Le prix du pétrole baisse, plus d'argent dans les poches des consommateurs. Bon, il y a d'autres facteurs positifs aussi, mais on est à même de pouvoir dresser une conclusion. Selon BMO Nesbitt Burns, selon nous aussi, en tant que gestionnaire de portefeuille, Marco Leporelli et moi-même, on pense qu'on est plutôt optimiste sur les marchés boursiers nord-américains. Donc, on pense qu'il y a encore place pour une progression des marchés boursiers. Toutefois, c'est important, il faut se marquer, ne perdez pas de vue l'élément de risque. Il y en a plusieurs. À tout le moins, nous, pour nos clients, on les entête. Il ne faut certainement pas les perdre de vue parce qu'ils sont présents. Mais comme tu as dit, tu les as mentionnés d'une part, et ceux qui sont connus ne sont pas dangereux. C'est dans le cas où il y en aurait de nouveaux, ou dans le cas où ceux qui sont présents, la situation se détériore. Donc, vous êtes toujours à l'affût, j'imagine, de voir si des facteurs de risque. Oui, tout à fait, exactement. Et je mentionnerai le point suivant, c'est que compte tenu donc de la conclusion et malgré notre optimisme, il est de mise de rebalancer les portefeuilles. C'est-à-dire que si une personne était confortable avec 50% d'actions et 50% d'obligations, les marchés boursiers ayant monté, si le pourcentage d'actions est à 70% aujourd'hui, il y a lieu de remettre le pourcentage d'actions à 50%. De ne pas tomber en amour avec les actions. C'est très important de faire ça et souvent, c'est négligé. Donc, c'est quelque chose qu'on fait avec les clients présentement, dans les semaines et les mois qui viennent aussi. C'est une tâche là, qui nous occupe. Ça peut être des actions, une autre classe d'actions plus conservatrices, parce que tomber en amour avec les obligations par les temps qui courent, ça peut être difficile, j'imagine. Oui, assez difficile. On fait ça, en fait, pour induire le moins de fluctuations possibles au portefeuille, parce qu'on sait que le marché boursier, lui, peut fluctuer quand même passablement. Donc, les obligations, présentement, ce n'est pas vraiment pour s'enrichir, c'est pour diminuer les fluctuations de portefeuille. D'accord. Mais il y a aussi des classes d'actions qui vous permettent de faire ça. Oui, tout à fait. Et tu amènes le sujet, il y a des classes d'actions qui nous permettent de faire ça. Donc, ça m'amène à parler du troisième volet de la présentation qui sera relativement court, mais fort intéressant. Mais juste avant, j'aimerais simplement conclure à la question, les taux d'intérêt s'apprêtent à monter. Y a-t-il lieu de vendre mes actions? La réponse, c'est non, mais il faut rebalancer leur pourcentage. Ne pas tomber en amour avec les actions. On nous pose souvent la question, parfait, en action, qu'est-ce qu'on achète? Des titres donc plus conservateurs ou qu'est-ce? Je vais vous montrer une stratégie d'action qu'on fait. Notre petite équipe, Marco Leporelli, mon gestionnaire de portefeuille avec qui je travaille, et moi-même, et notre petite équipe qui gérons les portefeuilles, je vais vous montrer un portefeuille qu'on gère. On en gère plusieurs portefeuilles d'actions différents. Chacun ayant ses mérites. Mais je vous en montre simplement un. Excuse-moi, Benoît, quand tu parles de portefeuille d'actions, tu parles de quoi? Ton jargon, je pense, c'est portefeuille titre. Oui, c'est-à-dire qu'on peut investir de différentes façons lorsqu'on achète des actions. Grosse société canadienne, grosse société américaine, petite société canadienne, etc. Différentes philosophies, différentes approches pour sélectionner les titres. Mm-hmm. Ça ici, ce portefeuille-là, c'est une approche qu'on a. Et souvent, un client va détenir 2-3 portefeuilles d'actions différents, en plus de la composante
obligataire, la composante sécure du portefeuille. Très bien. Donc, voici un des portefeuilles qu'on gère depuis 15 ans. Et on voit en bas les rendements sur 15 ans qu'on a obtenus. La première ligne, le 15,4 %, c'est le rendement annuel moyen de ce portefeuille-là, du portefeuille qu'on gère. Et le 7,7 %, c'est le marché boursier quand il fait pendant cette période-là. Ben, l'illustration, c'est donc on voit 15,4 % pour notre portefeuille. Ce portefeuille-là versus le marché 7,7 %, c'est gigantesque en termes de différence. C'est reflété comment? Ben, on le voit avec la ligne bleue. 100 000 investis dans ce portefeuille-là lorsqu'on a débuté, il y a 15 ans, donc en 98, vaut aujourd'hui 910 000 avant les frais de gestion. Et la ligne grise, ça représente le marché boursier canadien. Donc, on voit c'est quoi la différence entre 15,4 par année et 7,7 par année depuis 15 ans. C'est 340 000 versus 910 000. C'est énorme comme différence. C'est plus du lot à cause de la différence composée. C'est ça. Alors que le rendement est à peu près du 5 au double. Intéressant. Oui. Et je voudrais vous montrer un peu un point intéressant. C'est le suivant. Vous voyez sur la ligne grise en 2000-2001, il y a un chiffre de 168 000. Ben, on se retrouve en 2009 avec un portefeuille s'il avait été investi dans le marché boursier canadien à 170 000. Tu vois le chiffre un peu plus loin à droite, à 170 000 Simon. Très semblable. Donc, les années ont passé, et ici on parle de 9 ans, où le marché boursier n'a rien fait. On parlait de consolidation tout à l'heure, une longue période de consolidation que les marchés ont connue. Ben, voici un bon exemple. Les marchés boursiers canadiens sont revenus au même niveau où ils étaient en 2001, lorsqu'on était en 2009. Qu'a fait notre portefeuille ou ce portefeuille-là durant ces années-là? Ben, on voit au-dessus du 168 000, la valeur du portefeuille, le 100 000 qu'on avait investi précédemment en 1998, valait à cette époque-là 270 000. Et les années passent, et 2009 arrive, et ce n'est pas le même montant de 270 000 que les clients avaient, mais c'est plutôt 460 000. Alors, ceci dit, c'est le fun de comparer la rentabilité. Parle-nous donc, c'est quoi un momentum, portefeuille, modèle, momentum? C'est le nom qu'on donne à ce portefeuille-là. Et ça consiste à quoi la stratégie consiste? La stratégie est assez particulière. Si les gens veulent en savoir plus sur cette stratégie-là, je les invite à nous appeler, aller sur notre site Internet, malgré que l'information va être plus limitée, mais un peu plus détaillée que celle-ci, pour en savoir plus. Mais ce serait le sujet presque d'un autre webinaire que d'aborder l'explication comment on gère ce portefeuille-là. Comment on choisit les titres. Tu veux pas glisser un mot à ce sujet-là? Disons que le temps, je vois le temps qui se file et bon, il me reste 2-3 minutes, peut-être une période de questions, mais simplement dire que c'est une méthode qui a été éprouvée, une méthode très, très disciplinée, qui ne laisse pas place à des émotions ou à des... c'est très rigoureux comme démarche et les résultats sont éloquents. Donc, je dis ça en toute humilité parce que je ne suis pas seul et c'est toute une démarche d'investissement. Ça s'inscrit tout dans une démarche de gestion de portefeuille. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer par rapport à une stratégie intéressante. Donc, même dans un marché qui a une consolidation, il est possible de faire de l'argent quand même. On le voit. Simplement, mentionner, puisque tu as abordé le sujet, tu m'ouvres une porte, Simon, comment on fait pour simplement changer de diapo? Je vais nommer simplement 3 titres qui font partie du portefeuille présentement. CCL Industries, entreprise très peu connue, une entreprise canadienne, de taille importante quand même, ça vaut 4 milliards cette entreprise-là. On a acheté ce titre-là autour de, il vaut 114, je crois qu'on a payé autour de 42 $ par action pour le titre. Or, un titre peu connu, qui fait partie
du portefeuille. On a parlé du secteur d'automobile tout à l'heure. Magna International fait partie du portefeuille depuis quelque temps. On a presque doublé notre argent sur Magna depuis, si je ne me trompe pas, depuis environ un an. Et l'Inamar, un autre manufacturier de pièces automobiles qui a affiché de très bonnes performances, mais il fait partie du portefeuille présentement également. Évidemment, je montre 3 titres qui ont monté, qu'on a dans le portefeuille. Vous comprendrez qu'il y a des titres qui baissent également. C'est la moyenne qui est importante. On ne prétend pas avoir le monopole de la vérité absolue sur la sélection des titres. Là, ça serait, loin de là. Oui, loin de là. Donc, mais vous avez vu quand même des rendements. Oui. La présentation est, pour ainsi dire, terminée. Les informations légales, tu nous permettra de ne pas les lire au complet, Simon. Je t'en prie. Mais on est tenu de mettre certains... Très bien, les affichés. C'est ça, les afficher. Et je terminerai simplement en vous remerciant d'avoir été présent, de prendre du temps. Je pense que c'est vraiment important, comme tu mentionnais en entrée d'entrée de jeu, que les gens prennent le temps et s'informent. Et j'espère que ça a été très informatif pour vous. Ça a été agréable de présenter ce sujet. T'aimes ça, t'es un passionné. T'aimes ça parler de ça. J'adore ça. Oui. On a quelques questions. Si vous avez des questions, soit dans la boîte de chat ou dans le QR, Benoît va se faire un plaisir d'y répondre. Une question de Charles. Que pensez-vous des grandes entreprises à dividendes élevés, telles que BCE, AT&T, Enbridge, comme placement alternatif? Quelqu'un qui, par exemple, se fait davantage influencer par des risques de baisse, qui voudrait prendre une catégorie d'actifs peut-être moins à risque. C'est certain que ça a son mérite dans un portefeuille. Des actions à dividendes élevés, ils ont tendance à moins fluctuer. Le dividende est important et puis, historiquement, c'est bien de faire sa place dans un portefeuille, tout à fait. On gère un de nos portefeuilles, puis on porte un accent très... Un de nos portefeuilles, c'est-à-dire, c'est un des facteurs qu'on retient, qu'on considère fortement, c'est quel est le taux de dividende de cette entreprise-là. Donc, oui, à son mérite. Maintenant, à savoir les titres particuliers qui ont été nommés, très confortable avec des titres comme Enbridge, BCE, ces entreprises-là. Donc, il y en a d'autres également. Mais pour répondre à la question, simplement, ça s'en mérite. Surtout avec des taux d'intérêt aujourd'hui de 1-2 surtout. Tu vas avoir des dividendes de 3-4. Surtout. Tu m'ouvres la porte, on parle de hausse de taux d'intérêt éventuelle, c'est des titres qui vont probablement plus baisser. Ils sont plus vulnérables par rapport à des hausses de taux d'intérêt. En autant que notre portefeuille est diversifié, on n'est pas concentré à cet endroit-là, il n'y a probablement pas de souci. Il faut simplement avoir ça en tête. Excellent. Alors, puisqu'il n'y a pas d'autres questions, je termine. Changer de diapositive. Il y a une petite question ici. Hein? Dans un environnement de hausse de taux historiquement, quel est le comportement des investisseurs en termes de choix de classe d'actifs, actions et obligations? Alors, c'est une question intéressante. Bon, je pense qu'on a un peu traité du sujet. As-tu des précisions à apporter, Benoît? Oui, je pourrais simplement dire que historiquement, lorsque les taux montent, c'est sûr que la partie obligataire a tendance à baisser. Oui. Les valeurs marchandes des obligataires baissent. Juste pendant que je réponds, peut-être Simon, aller à la dernière diapo pour donner les informations. Je pense que les gens ont tous lu les informations légales. Simplement mentionner qu'une hausse de taux a comme influence de diminuer la valeur des obligations. Et donc, c'est défavorable au marché obligataire. On a tendance à vendre des obligations pour aller plus en liquidité à ces périodes-là. Mais encore faut-il voir, est-ce que les échéances de mon portefeuille obligataire sont courtes ou non? Si elles sont courtes, on s'en soucie peu. Si elles sont plus longues, elles sont plus vulnérables à la hausse de taux. Donc, typiquement, un investisseur, lorsque les taux d'intérêt s'apprêtent à monter, il faut regarder la composante obligataire.
Ça inclut des actions privilégiées, évidemment. Puis du côté du marché boursier, bien, ça dépend un petit peu d'où on part en termes de taux d'intérêt. Si les taux d'intérêt sont très, très faibles et on parle d'une hausse de 1%, 1,5%, il n'y aurait pas lieu de s'inquiéter outre mesure et ce n'est pas énorme. Si on parle de hausse plus importante, les marchés boursiers sont vulnérables à ce moment-là. Okay? Ils sont plus vulnérables. Mais je réponds, une question intéressante, ça mérite une réponse un peu plus longue. Cette personne-là peut nous appeler, elle est bienvenue, ou envoyer un courriel, mais chaque cycle économique est différent aussi. Donc, c'est difficile de dresser une conclusion vraiment de façon générale, mais une hausse de taux, ça veut, la plupart du temps, dire que la croissance économique est tellement forte qu'elle génère de l'inflation et les banques centrales haussent les taux. Dans ce cas-ci, une hausse de taux d'intérêt ne naîtrait pas nécessairement d'une trop grosse croissance économique. Donc, les cycles étaient différents par rapport à ce qu'on a vu. Donc, la réponse était plus complexe. Une science non exacte, bien les facteurs analysés. J'ai beaucoup aimé cette perspective. Julien, parfait, merci. Vous avez apprécié, excellent. Alors,